Bonjour à tous. Très bonne année également. Alors, comment adapter l'allocation d'actifs dans un contexte de fin de cycle? Grand sujet pour aujourd'hui avec cinq parties. On va commencer par la partie la plus longue, très nettement, sur le cycle économique et financier. Où est-ce qu'on en est du cycle de croissance et comment s'ajustent les actifs en fonction du cycle. Deuxième partie, marché obligataire, puis marché d'actions, marché de change et marché émergent. Et enfin, on conclura avec les recommandations d'allocation. Donc la première partie va être la plus conséquente. Et pour commencer sur une note difficile, mais vous ne m'avez pas attendu, pour réaliser que 2018 a été une année particulièrement pénible pour les marchés financiers. Alors je dois dire, pour ceux qui étaient là il y a un an, on avait dit attention, l'année s'annonce difficile. On a connu pendant de nombreuses années des performances extraordinaires sur les marchés financiers. Et avec la sortie de la Fed, les choses vont se compliquer singulièrement. Alors, je dois dire que ça a été encore pire que ce qu'on pensait, notamment sur les actions au quatrième trimestre. Et donc, du coup, ça a été un peu mieux ou un peu moins mal que prévu sur le fixed income. Mais dans l'ensemble, ça a été quand même très très mauvais. Vous avez ici sur le graphique de gauche les performances des actifs, donc différentes classes d'actifs, en performance annualisée, donc en moyenne annuelle, de 2013 à 2017. Et vous voyez que vous aviez des performances absolument remarquables, notamment pour les actions, MSCI World, avec des hausses annuelles de l'ordre de 11-12%. Et même pour le fixed income. Donc c'était la magie des banques centrales, avec ces baisses de taux, assouplissements quantitatifs, les marchés obligataires, les marchés risqués, les marchés actions, tout performait en même temps. Et tout ça, comme on le craignait, s'est renversé en 2018 et encore pire qu'on pensait sur les actions. Donc vous voyez les performances à droite sur l'année 2018 avec à peu près tout qui est en négatif, à part les obligations gouvernementales. Pour les investisseurs en dollars, j'ai noté une statistique intéressante. Il y avait environ 95% des actifs qui ont sous-performé le cash. C'est dire, ça a été une année vraiment très difficile. Alors, 2019, malheureusement, ne tirez pas sur le pianiste, 2019 s'annonce encore assez difficile. Probablement pas aussi mauvais, sur les actions notamment, mais l'année 2019 s'annonce quand même difficile. Alors, un petit parallèle entre les deux années 2018 et 2019. Si on repart de 2017 même, 2017 était une année remarquable, avec une croissance synchronisée, des surprises à la hausse sur la croissance, un peu partout dans le monde. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Goldilocks, une forte croissance sans inflation. Boucle d'or. En 2018, la croissance a légèrement ralenti, mais elle a quand même pas mal résisté. En revanche, on a eu une divergence très forte. Divergence très forte avec d'un côté ralentissement très sensible en Chine et en Europe, alors que les États-Unis tournaient à plein régime, notamment grâce à la relance fiscale du président Trump. L'année 2018 a été marquée par la guerre commerciale, par le Brexit, les tensions sur l'Italie. Donc beaucoup de questions géopolitiques, politiques, très tendues. Et puis on a eu ces hausses de volatilité. Vous vous souvenez, en début d'année, en février, avec le flash crash, et puis plus tard, des tensions sur les émergents, et un quatrième trimestre, un automne assez désastreux pour les actions. Je rappellerai que le mois de décembre 2018 a été le pire mois de décembre pour le S&P depuis la Grande Dépression de 1929. C'est pour vous dire qu'on a vraiment broyé du noir. Alors 2019, la croissance va continuer à ralentir, la croissance globale. Et donc, il faut naturellement être assez prudent et préférer la qualité. On est en fin de cycle, on est dans une phase avancée du cycle, donc il faut favoriser la qualité. Les boîtes, les entreprises peu endettées, par exemple, sur le crédit, sont clairement à favoriser. On voit déjà sur les actions que la qualité a fortement
surperformé. Donc ralentissement qui continue, mais a priori ralentissement en douceur. Par contre, on devrait avoir moins de divergence. Les États-Unis, très clairement, vont ralentir en 2019. La question n'est pas de savoir s'ils vont ralentir, mais de combien. En Chine, en Europe, ça devrait ralentir peut-être un peu plus, mais se stabiliser. Donc on va avoir une convergence qui est porteuse d'un thème important, c'est que la flambée du dollar est probablement terminée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la stabilité financière. Quand le dollar se replie, à mesure où l'économie américaine ralentit et converge un peu, ça devrait apporter davantage de stabilité financière. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La guerre commerciale va continuer. C'est une question structurelle. Quand on parle de États-Unis-Chine, on parle de guerre stratégique sur les questions économiques, sur les questions militaires, sur les questions technologiques. Donc la guerre, elle est là pour rester, mais Trump doit également se préparer aux élections de 2020. Et donc a priori, il va être un peu moins agressif, surtout que l'économie américaine commence à donner des signes de faiblesse, d'essoufflement. Italie, Royaume-Uni, là on pense déjà sur le Brexit, on pense qu'on ne va pas avoir ce qu'on appelle un crash Brexit, donc une sortie sans accord, ce qui serait catastrophique. Ce n'est pas notre scénario central, on pourra en reparler. L'Italie, on voit quand même une accalmie dans la relation avec l'Europe, donc peut-être un peu moins de stress à ce niveau-là. Attention quand même, Trump pourrait se tourner vers l'Europe. Les négociations avec la Chine vont durer jusqu'à début mars. Il pourrait se tourner vers l'Europe. Ça, c'est un risque majeur pour 2019. Imaginez qu'ils mettent des taxes sur les automobiles européennes. Ce serait désastreux pour l'économie allemande. Donc ça, c'est un autre thème, probablement de diversifier les allocations en actions. La volatilité, probablement, va rester élevée. Encore une fois, j'y reviendrai. On est dans une phase avancée du cycle. La Fed a normalisé. La vol est plus élevée. C'est normal et ça va continuer. La marée se retire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Effectivement, la Fed a normalisé sa politique monétaire. Donc pendant de nombreuses années, on a eu des banques centrales extrêmement accommodantes et ça a favorisé à peu près toutes les classes d'actifs, comme je l'ai montré avec le premier graphique. Là, la Fed a normalisé, elle a remonté les taux, la politique monétaire est quasiment maintenant en territoire neutre. On est à une situation qui est beaucoup moins favorable pour les marchés d'actifs. Ceci dit, on a eu un pessimisme accru au quatrième trimestre avec des craintes grandissantes de récession globale. Ces inquiétudes sont probablement surfaites. Un cycle de croissance ne meurt pas de lui-même. Il faut qu'il y ait des éléments qui viennent casser la machine. C'est souvent soit la Fed qui remonte trop ses taux, soit des déséquilibres économiques ou financiers qui ne sont pas tenables. Bon, on fait référence par exemple à la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis. Sur la Fed, a priori, l'inflation reste sous contrôle. Donc il n'y a pas de raison pour que la Fed aille en territoire très restrictif, ce qui pourrait provoquer un retournement. Sur les déséquilibres, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dettes dans le système. La dette non financière globale, en pourcentage du PIB, est au plus haut. Elle est plus haute que ce qu'on avait en 2007-2008. Donc, il y a beaucoup d'endettement dans le système. Ça, c'est une inquiétude. Mais c'est beaucoup un endettement des États, des entreprises dans une moindre mesure. Les ménages américains, notamment, ont une santé financière qui est bien meilleure que ce qu'ils avaient en 2008. Donc, il y a des fragilités dans le système, mais la dette souveraine, par exemple, ça prend beaucoup plus de temps pour créer du stress dans le marché. Aujourd'hui, le Trésor américain n'a aucun problème pour se financer. La dette publique aux États-Unis a explosé, et pour autant, le Trésor n'a aucun problème pour se financer. Donc, on ne voit pas trop ce qui pourrait causer un retournement plus violent de l'économie. Aujourd'hui, on parle de ralentissement en douceur. Alors, pour revenir à ce que je disais au préambule, vous avez ici le consensus du marché sur la croissance globale pour différentes années. Et donc, vous voyez qu'en 2017, on avait des révisions à la hausse qui étaient évidemment très favorables pour les marchés d'actions. Là, les anticipations se sont stabilisées. Elles baissent un petit peu. Vous voyez que 2019 est plus bas que 2018. Mais c'est quand même un ralentissement en douceur. Avec
les États-Unis qui, cette année, vont contribuer au ralentissement global. Mais je dirais qu'on ne craint pas vraiment ce qu'on appelle un hard landing, un atterrissage forcé, voire une récession. Vous connaissez cette expression de Roosevelt, peu après la Grande Dépression. There is nothing to fear but fear itself. Donc il n'y a rien à craindre si ce n'est la peur elle-même. Et en effet, la science économique, l'économie n'est pas une science exacte. Le risque, c'est les phénomènes auto-entretenus. Si effectivement le pessimisme de marché venait à s'accentuer, ça pourrait affecter la confiance des agents, impliquer des chiffres économiques plus faibles, augmenter encore... Voilà, donc c'est ce type de boucle qu'il faut éviter, mais je pense que les banques centrales sont suffisamment à l'écoute aujourd'hui. On l'a vu avec la Fed depuis un mois. La Fed est devenue beaucoup plus prudente, beaucoup moins dure dans ses propos. Et donc les banques centrales sont à l'écoute. Et a priori, on devrait éviter ce type de boucle qui pourrait être catastrophique. Alors, si on regarde maintenant un peu plus en détail les différentes zones, Chine, Europe, États-Unis. Sur la Chine et l'Europe, je pense qu'il y a trop de pessimisme. Sur la Chine, vous savez que en 2017, avec le problème de leverage, de levier également, une hausse, une explosion littéralement de l'endettement en Chine sur les 10 dernières années, les décideurs de politique économique ont clairement serré la vis sur le crédit. Et vous le voyez ici très bien, l'impulsion du crédit s'est très fortement détériorée en Chine. Ça devrait maintenant se stabiliser. On voit des mesures de politique économique en Chine pour apporter du soutien. La Banque centrale, à plusieurs reprises, a baissé le taux de réserve obligatoire. Encore une annonce d'une baisse de 100 points de base en début d'année. Donc ils injectent de la liquidité, notamment pour que les banques puissent prêter. On a également, et c'est effectif au début de cette année, donc quand les gens vous disent qu'il y a un problème de transmission de la politique économique en Chine, c'est un peu tôt. La baisse des impôts sur le revenu, c'est effectif en début d'année. Donc voyons ce que ça produit. Ils viennent d'annoncer également une baisse de la TVA pour le mois de février. Donc il y a des mesures de soutien fiscal. Alors c'est pas, on n'ouvre pas les vannes comme on l'avait fait en 2009 avec un grand plan de relance en Chine, mais quand même il y a des mesures de soutien de politique économique qui devraient stabiliser la croissance. Donc on prévoit une croissance un peu plus faible en Chine, 6,2, mais pas d'effondrement. Sur la zone euro, beaucoup de pessimisme. Vous voyez ici en pointillé l'indice de confiance Sentix sur la croissance européenne. Alors, en variation, c'est très brutal. En niveau, c'est pas encore désastreux. On n'est clairement pas au niveau de 2008. Mais quand même, si vous suivez cette enquête auprès des investisseurs, ça vous dit que commence à anticiper une croissance nulle en Europe, voire légèrement négative. C'est un petit peu exagéré. La croissance, selon nous, va rester autour de 1,5, peut-être un peu moins, mais en tout cas, probablement légèrement au-dessus du potentiel, toujours. Donc suffisamment pour maintenir le chômage à un niveau stable, voire le faire baisser un peu plus. Donc probablement un peu trop de pessimisme à ce niveau-là. La grande question pour cette année, c'est les États-Unis. Comme je l'ai dit, la question n'est pas de savoir si les États-Unis vont ralentir, mais de combien. On a connu aux États-Unis quelque chose de tout à fait inhabituel, un plan de relance fiscale, alors que l'économie était déjà plus ou moins à plein régime. C'est du jamais vu, ce qu'a fait le président Trump. Ça implique un risque de ce qu'on appelle boom and bust. Donc, feu d'artifice, et derrière, un très fort ralentissement. C'est le risque. Alors, au niveau de la politique fiscale, très clairement, l'impact maximum était probablement au 4e trimestre. Progressivement, ça va commencer à s'estomper, l'impact du stimulus fiscal. On a eu également des hausses de taux et de rendement aux États-Unis l'année dernière, et les secteurs qui sont plus sensibles aux taux, alors on pense ici à gauche à l'investissement des entreprises et à droite au secteur immobilier, les secteurs sensibles aux taux ont commencé à souffrir. Mais en même temps, là, avec la panique du 4e trimestre, les rendements américains ont quand même bien rebaissé, de 3,25 à environ 2,60. Donc ça va apporter également un peu d'oxygène. Ça va ralentir aux États-Unis, mais selon nous, pas de façon dramatique. Si on regarde la fragilité dans le système, je veux insister sur le fait que le consommateur américain
est dans une situation qui est bien meilleure qu'en 2008. Vous avez ici l'endettement des ménages avec une échelle inversée. Et donc la ligne en pointillé qui monte, ça vous dit en fait que la dette des ménages en pourcentage du revenu disponible a baissé. Elle a baissé très sensiblement. Et dans le même temps, le taux d'épargne a monté. Donc non seulement l'emploi est fort, il y a des hausses de salaire supérieures à celles de l'inflation, donc il y a du gain de pouvoir d'achat, mais en plus, le taux d'épargne a monté. Donc le consommateur a de la place, il y a un coussin de sécurité. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, c'est quand même un élément très rassurant qui nous dit que le risque d'un hard landing, d'un ralentissement violent, est quand même relativement faible. Si on regarde l'évolution de la dette depuis 2008, et même depuis 2000, vous voyez que ce qui a véritablement explosé, c'est la dette de l'État. Alors la dette des entreprises a également monté, mais de façon relativement modérée par rapport à la dette de l'État. Et vous voyez que la dette des ménages est plutôt stabilisée, elle a monté un peu, mais encore une fois, en pourcentage du revenu disponible ou du PIB, elle a beaucoup baissé. Donc voilà, c'est surtout la dette souveraine qui a explosé. Et encore une fois, ça ne devrait pas se manifester rapidement par des tensions fortes sur le marché. La Fed a éteint le pilote automatique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez que la Fed était sur un mode automatique, hausse de 25 points de base tous les trimestres. Ça dure maintenant depuis assez longtemps. Je crois qu'on a eu 11 hausses au total depuis le début du cycle. Mais là, très clairement, la Fed a débranché le pilote automatique. Pour une bonne raison, d'abord parce qu'il y a des tensions financières importantes et on sait que ça peut impacter l'économie. Et ensuite parce que l'inflation reste relativement stable. Vous le voyez ici sur le graphique de gauche. Même si les salaires ont accéléré un peu, pour l'instant, les prix à la consommation, c'est le calme plat. Et donc, la Fed peut s'autoriser une pause. Un moment où, je l'ai dit, ils ont ramené le taux quasiment au niveau de neutralité. Ils peuvent s'autoriser une pause alors que le marché est tendu et qu'il n'y a pas d'inflation. Alors, vous voyez à droite que l'indice ISM manufacturier américain a fortement baissé de 5 points en décembre. On a vu ça seulement 3 fois depuis le début des années 2000. Donc c'est un mouvement très significatif. Ceci dit, tant que ça s'arrête là, un ISM à 54 ou un PMI à 54, c'est encore une croissance relativement solide. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça nous dit qu'on va éviter cette surchauffe, cette hausse de l'inflation qui forcerait la Fed à trop monter les taux, ce qui casse le cycle, ce qui dans le passé a cassé le cycle. Là, on devrait éviter ça. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je dirais que depuis 3 mois, si on regarde où on est aujourd'hui par rapport à où on était il y a 3 mois, c'est quand même, à mon avis, un peu mieux. La Fed est devenue plus soft. Les négociations États-Unis-Chine avancent. La Chine a pris des mesures de relance. En termes de positionnement de marché, on a eu des très fortes sorties des actions, des marchés de crédit. Et donc, les investisseurs sont plutôt maintenant sous-investis sur ces actifs risqués. Tout ça mis ensemble, on est plutôt dans une situation un peu plus confortable pour voir des marchés d'actions qui se reprennent un peu. Alors on va y revenir, pas violemment. Alors le hic, c'est vrai que la pause de la Fed est bienvenue, mais elle n'est pas miraculeuse. Je crois que j'avais montré les mêmes graphiques l'année dernière. Ce graphique compare le taux des Fed Funds par rapport à un taux neutre. Et il vous dit que grosso modo, la Fed est revenue à un niveau neutre. La Fed était super accommodante, elle est maintenant à peu près neutre. Le problème, c'est que quand on vient vers ce niveau de neutralité, en général, ça se traduit par une hausse de la volatilité de marché, l'indice VIX par exemple, une hausse des spreads de crédit, une hausse de la corrélation entre bonds et actions. Alors, tout ça, c'est pas bon du tout. Et le fait est que la Fed ne va pas baisser. Donc on n'est pas... voilà, la pause est bienvenue, mais elle n'est pas miraculeuse. On est à une phase du cycle économique et de politique monétaire qui implique une volatilité plus forte. Donc il faut effectivement attacher les ceintures et se couvrir quand on le peut. Je reviendrai sur les actions, mais d'abord on va discuter des marchés obligataires. Alors on n'aime toujours pas le Bund. Je l'ai dit au tout début, les obligations gouvernementales ont délivré une performance légèrement positive. Donc elles ont fait un peu mieux que le cash, ce qui, je dois le dire, a été une surprise, était contraire à nos attentes. Parce qu'évidemment, le Bund a bénéficié de la fuite vers la qualité. Il faut quand même se souvenir que le Bund l'année dernière, à un moment au printemps, si je me souviens bien, est monté le Bund 10 ans à 0,80%. Donc la hausse des rendements attendus s'est bien produite.
Le problème, c'est qu'il y a eu ensuite les troubles sur les marchés émergents, il y a eu l'Italie, il y a eu le mouvement de vente généralisé du quatrième trimestre, et donc la fuite vers la qualité qui a ramené le Bund 10 ans à 0,20%. Donc un niveau extrêmement bas, et on trouve que ce n'est pas attractif. Vous avez des rendements réels 10 ans allemands qui sont encore autour de moins 1%. Donc si vous investissez sur du Bund 10 ans, vous savez que vous allez avoir l'inflation moins 1%. C'est pas très excitant. Le marché également, encore une fois, beaucoup de pessimisme. Vous le voyez sur le graphique de gauche. Le marché anticipe que dans 2 ans, les taux de la BCE seront encore négatifs. Aujourd'hui, le marché a éliminé toute hausse de taux de la Fed et pense que la BCE va rester en territoire négatif pendant encore 2 ans. Donc c'est quelque chose de très pessimiste. Il suffit que ça change un peu pour que les rendements Bund montent. Et en l'occurrence, on pense que les rendements Bund également sont trop bas à droite par rapport aux Treasuries. Et donc, on ne voit pas de valeur. À court terme, on préfère le crédit. Alors, c'est vrai que les spreads de crédit ont quand même pas mal monté. Vous voyez ici pour l'Europe, ici pour les États-Unis. Il y a un peu plus de carry. Donc ça, c'est bienvenu. Le problème du crédit, c'est que c'est asymétrique. Vous voyez ici que les spreads ont remonté de façon sensible. Et d'ailleurs, à droite, vous voyez qu'ils ont monté encore plus que la volatilité des actifs, par exemple. Donc le crédit a été touché relativement durement. Le problème, c'est que les spreads ne sont pas encore très élevés sur une base historique. Et que c'est clair, le jour où l'économie globale se retourne et qu'on connaît une récession, les spreads iront beaucoup plus haut, surtout que les entreprises sont très endettées. Donc ça crée une asymétrie très forte. Le potentiel de resserrement des spreads est très limité. Le potentiel d'écartement est très important. Ceci dit, à court terme, vous avez quand même du carry par rapport aux obligations gouvernementales. Je pense qu'il y a trop de pessimisme et donc les spreads vont se stabiliser. Donc à court terme, on a une préférence pour le crédit par rapport aux obligations gouvernementales. Je vais passer ici les détails un peu techniques. Ici, on regarde sur une base historique où en sont les spreads. On note que sur la partie investment grade, donc les entreprises de qualité assez peu endettées, en Europe, les spreads sont quand même au-dessus maintenant de la moyenne qu'on a depuis 2000. On a quand même singulièrement remonté. Et effectivement, on voit un peu de valeur, mais encore une fois, il y a ce thème d'asymétrie, de qualité, préférer la qualité, et donc on préfère l'investment grade au high yield. Les rendements high yield ont beaucoup monté, ils offrent du carry, mais c'est quand même très risqué à ce stade du cycle. D'autres considérations techniques, je ne vais pas m'attarder parce que le temps tourne, mais on trouve notamment, graphique en bas à droite, que les spreads euros sont relativement élevés par rapport aux spreads américains. Alors pour une bonne raison, évidemment il y a eu des mauvaises nouvelles sur la croissance européenne alors que l'économie américaine tenait très bien. Mais ceci dit, encore une fois, cette année, on va plutôt avoir un petit effet ciseau. Le marché du crédit euro, de ce point de vue-là, est plutôt attractif. Alors, les marchés d'actions. Donc là, on revient sur la question de pessimisme très, très important. Vous avez ici, si je reviens sur l'indice Sentix, donc indice de confiance sur l'économie, dans cet indice, vous avez différentes composantes, et notamment il y a une composante présente, une composante anticipation à 6 mois. Et là, on montre le différentiel entre les deux. Anticipation moins présent. Et vous voyez que les anticipations se sont effondrées. C'est pas tant la situation actuelle. Bon, certes, l'économie a ralenti, mais c'est pas tant la situation actuelle qui s'est dégradée, ce sont les anticipations qui se sont effondrées. À un point où le différentiel est quasiment aussi bas qu'il ne l'était en 2008. Ça nous semble un petit peu exagéré. Sur le graphique de droite, vous voyez là, en rouge, vous avez le rendement total, la performance des actions contre obligataires, contre Bund. Et vous voyez qu'on a eu ce qu'on appelle un drawdown, donc une correction baissière très importante à la défaveur des actions. Dans notre allocation d'actifs en début d'année, on va avoir une légère préférence pour les actions par rapport aux fixed income, par rapport aux obligations. Un autre signe de mouvement tout à fait extrême. Vous avez ici en noir l'indice Sentix au niveau global. Donc les anticipations des investisseurs sur l'économie globale. Eh bien, la variation sur 12 mois de cet indice est extrêmement négative. Elle est pire qu'en 2008.
Et vous voyez qu'il y a un lien très fort entre ça, entre cette confiance économique et les PE, donc les multiples sur les marchés d'actions. Combien de fois les actions payent les profits? Ces PE, en fait, ont baissé de plus de 3 points, aussi bien au niveau global qu'en Europe. C'est quelque chose d'assez inhabituel. Alors, c'est vrai que l'indice Sentix lui-même, en niveau, évidemment, il n'est pas aussi bas qu'il était en 2008. On est parti d'une situation très forte et il a beaucoup baissé. Mais encore une fois, si comme nous, vous pensez qu'on ne va pas avoir d'atterrissage forcé et de récession, c'est probablement un petit peu excessif. Et donc, ça vous dit que, a priori, les actions qui ont déjà commencé à se reprendre depuis quelques semaines devraient continuer à progresser un peu. En termes de préférence régionale, alors, je dois dire que un des risques majeurs pour cette année, bon, a priori, États-Unis, Chine, c'est pas gagné, mais on devrait avoir un peu un cessez-le-feu qui devrait se concrétiser début mars, puisque c'est la date butoir fixée par le président Trump. Ce qui m'inquiète, c'est que le président Trump a toujours besoin d'une bonne bataille. Clairement, il veut rester dans les news et il va préparer les élections 2020, donc il ne peut pas agir de façon inconséquente parce qu'on sait que la guerre commerciale, c'est ce qu'on appelle un lose-lose, tout le monde est perdant. Donc si l'économie américaine, qui déjà donne des signes d'essoufflement, venait être accablée par le ralentissement global, ça ne va pas l'aider pour 2020. Donc il va être assez prudent. Mon inquiétude quand même, c'est qu'il a toujours besoin d'une bonne bagarre et qu'après la Chine, il pourrait se tourner vers l'Europe. Et notamment, il a des griefs très importants vis-à-vis de l'Allemagne, puisque l'Allemagne a des excédents courants totalement délirants, de l'ordre de 8% du PIB. Petit 2, l'Allemagne ne dépense pas assez dans tout ce qui est militaire. Problème de sécurité globale et quelle contribution. Troisièmement, le pipeline vers la Russie, qui énerve également singulièrement, il y a le pipeline qui part de Russie, donc tout ce qui est politique énergétique, qui énerve également très, très fortement le président. Le risque, c'est qu'il décide de hausse de taxes sur les automobiles. Alors, vous avez vu que le secteur automobile en Allemagne, ça pèse un petit peu. Avec le changement de régulation et tout ce qui est émissions diesel, l'économie allemande était à l'arrêt au 3e trimestre. Et au 4e trimestre, on va éviter la récession technique. Il semble que la croissance au 4e trimestre a été marginalement positive. Mais grosso modo, l'économie allemande est au ralenti depuis plus de 6 mois. Le secteur auto, ça pèse beaucoup en Allemagne. Donc si Trump venait à imposer des taxes, ça pourrait faire mal. Donc plutôt diversifier les investissements en actions, diversifier vers le UK, notamment les valeurs domestiques au Royaume-Uni se sont fait massacrer sur les craintes d'un crash Brexit. Donc tout ce qui est domestique, retail, banque, constructeurs de maisons, ça a beaucoup souffert en valorisation. Si vous pensez comme moi qu'on va éviter le crash Brexit, il y a probablement de la valeur. On pense que la Suisse également est plutôt cheap. On pense que le Japon également est plutôt cheap, avec le risque quand même que le yen s'apprécie, ce qui en général n'est jamais une très bonne nouvelle pour le Nikkei. Mais quand même, diversifier vers ces marchés, diversifier probablement vers les émergents également, puisque comme je l'ai dit, et je vais y revenir, le dollar commence à souffler, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés émergents. En termes de secteur, je l'ai dit, la qualité également sur les actions a beaucoup surperformé. Donc les boîtes peu endettées notamment, ça a fortement surperformé. C'est maintenant un peu cher, mais je pense que ça va rester cher. Le secteur de value a énormément souffert l'année dernière. Là, si on a une stabilisation cyclique, ça devrait se reprendre un petit peu. Nos secteurs de choix sont le secteur des utilities, les télécoms, les industriels, les financières dans une certaine mesure, sans être dithyrambique. On a vu le warning de la Société Générale, mon ancien employeur, ce matin. Donc, mais quand même, ces secteurs à privilégier. On préfère également les large cap par rapport aux petites et moyennes entreprises. Pour terminer, marché de change et marché émergent. Je l'ai dit, fatigue du dollar. Donc là, vous avez le taux de change effectif, donc taux de change pondéré par les échanges commerciaux du dollar, en termes nominal et en termes réels. Donc après ajustement de l'inflation, vous voyez que le dollar a beaucoup monté. Il nous semble qu'on arrive probablement à la fin de ce mouvement.
La Fed est maintenant beaucoup plus soft. Le différentiel de croissance qui a beaucoup monté devrait se resserrer. Et donc le dollar devrait commencer à souffler. Pas très fortement contre ne pas s'attendre à une forte hausse de l'euro. On a nos propres problèmes de croissance. Il y a les élections européennes qui viennent également en mai. Mais de façon générale, le dollar devrait être plus soft. Et comme je l'ai dit, ça se traduit en général par une meilleure performance des marchés émergents. Et ça, toute classe d'actifs. Devises, dettes, actions. Je pense qu'on peut diversifier un peu plus vers les marchés émergents. Je veux dire qu'il n'y a pas du tout de vue consensuelle là-dessus. Certains disent, avec le ralentissement américain, le ralentissement global, les problèmes en Chine, ça reste très exposé. C'est vrai, mais encore une fois, si vous pensez qu'on n'a pas d'atterrissage forcé de l'économie globale, si vous pensez que l'économie américaine ralentit et que le dollar s'affaisse, a priori, c'est plutôt une bonne diversification. Les marchés actions émergents ont connu des performances absolument terribles. Et donc, on devrait avoir du mieux à ce niveau-là cette année.